Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Cet épisode de Chronique est soutenu par Lily, un laboratoire engagé pour améliorer le quotidien des personnes vivant avec une maladie chronique. L'obésité est une maladie complexe, bien plus qu'une question de volonté, et mérite une prise en charge adaptée. Lily s'investit aux côtés des patients pour mieux comprendre leurs besoins et développer des solutions qui peuvent vraiment faire la différence. Parce que chaque personne mérite un accompagnement bienveillant et efficace. Bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast dédié à l'obésité. Pour ouvrir cette série, nous recevons le Dr Denis, endocrinologue et médecin nutritionniste à Paris, pour un échange aussi riche qu'indispensable. Dans cet épisode, nous posons les bases. Qu'est-ce que l'obésité? Comment la différencier du surpoids? Quels sont les mécanismes biologiques, hormonaux, mais aussi psychologiques et sociaux qui entrent en jeu? Le docteur Margot Denis nous aide à comprendre pourquoi l'obésité est une maladie complexe, multifactorielle, encore trop souvent stigmatisée et mal comprise. On parlera diagnostic, examens médicaux, conséquences métaboliques, mécaniques et psychosociales, mais aussi santé mentale, estime de soi et grossophobie intériorisée. Et bien sûr, nous aborderons les solutions thérapeutiques, de la prise en charge nutritionnelle à la chirurgie bariatrique, en passant par les traitements médicamenteux. Si vous vous sentez concerné ou si vous souhaitez mieux comprendre cette maladie qui touche des millions de personnes, cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour Dr Denis. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir donc sur Chronique, le podcast de Mapato. On va débuter par la question que je pose à chaque participant, c'est: pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci pour votre invitation. Donc, moi, je suis le docteur Margot Denis. Je suis médecin endocrinologue et je suis aussi médecin nutritionniste. Et je partage en fait mon temps de travail entre l'hôpital Pitié-Salpêtrière dans le service de nutrition. Je m'occupe en fait de faire de la coordination des parcours de soins au sein du centre spécialisé de l'obésité. Les centres spécialisés de l'obésité, c'est des structures labellisées par les ARS qui sont portées par les services de soins et qui ont pour rôle, en fait, de faire de la coordination dans les parcours de soins, faire du lien, en fait, entre les professionnels de santé et puis aussi de la formation, pour les personnes qui seraient pas spécialistes de l'obésité. À la Salpêtrière, j'ai aussi une consultation dans le cadre des parcours, de chirurgie bariatrique pour des personnes en situation d'obésité et l'autre moitié de mon temps, je le passe en clinique. Donc c'est une clinique de SMR, soins médicaux et de réadaptation, où on propose des programmes d'éducation thérapeutique pour les patients en situation d'obésité. On est sur pas mal de sujets, mais du coup, tous un peu sur l'obésité, du coup, qui est notre sujet phare d'aujourd'hui. Justement, pour planter un peu le décor, comment vous définissez l'obésité d'un point de vue médical? Alors, l'obésité d'un point de vue médical, c'est un excès de masse grasse qui a des conséquences néfastes pour la santé. Début 2025, alors la définition de l'obésité, en fait, elle est en train d'évoluer. En début d'année, il y a un groupe d'experts internationaux qui proposait dans la revue Lancet Endocrinologie une nouvelle définition de l'obésité qui s'articule, en fait, sur 2 axes. Premièrement, il y a un excès de masse grasse et deuxièmement, il y a des altérations du fonctionnement d'un ou plusieurs organes liés à cet excès de masse grasse et tout ça indépendamment de l'IMC. Et les recommandations françaises de la Haute Autorité de Santé qui datent de 2022, elles vont dans ce sens avec en fait une gradation de la sévérité de l'obésité, surtout en fonction du retentissement sur la santé et sur l'autonomie. Donc on va avoir
une définition de l'obésité qui va s'éloigner progressivement du seul IMC et qui tend vraiment vers la définition en fait d'une pathologie qui a du retentissement sur la santé. Ok, hyper intéressant. C'est vrai que c'est bon à connaître, je pense, parce que je pense qu'on a tous entendu de calculer son IMC justement pour connaître un peu sa position. Donc c'est bon à avoir en tête. Et quelle différence on fait entre le surpoids et l'obésité? Alors, la différence entre le surpoids et l'obésité, c'est l'IMC. Pour le surpoids, c'est des IMC entre 25 et 30 et on parle d'obésité sur des IMC supérieurs à 30. En fait, l'IMC aujourd'hui, ça va être un facteur, un élément de dépistage parce que c'est une mesure qui est facile à faire. Et en fait, le cut-off entre surpoids et obésité, le cut-off de 30 d'IMC, ça correspond à l'augmentation du risque pour la santé, en fait, qui est plus significatif, qui augmente encore à partir de 30. Mais cette distinction, elle tend probablement à disparaître au profit on va plutôt probablement parler d'obésité infraclinique, donc un excès de masse grasse sans retentissement pour la santé, et d'obésité clinique, un excès de masse grasse avec du retentissement pour la santé, et tout ça, en fait, indépendamment de l'IMC. Pourquoi l'obésité, elle est considérée comme une maladie chronique? Alors, l'obésité, elle est considérée comme une maladie chronique parce qu'aujourd'hui, on sait que l'obésité, c'est une maladie d'organes. C'est une maladie endocrinienne, une maladie du tissu adipeux. Dans le tissu adipeux, dans le contexte de l'obésité, il y a des anomalies du fonctionnement des cellules, en fait, des adipocytes. Et il y a une augmentation de la fibrose et de l'inflammation du tissu adipeux qui va faire que ce tissu qui a des fonctions endocrines, de production d'hormones, de stockage, et cetera, ces fonctions-là, elles ne vont pas se faire correctement. Et ces anomalies, elles découlent de modifications génétiques, dans les adipocytes. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces anomalies, elles ne régressent pas complètement quand on perd du poids. Ça veut dire que même, après une chirurgie bariatrique ou une perte de poids importante, ces anomalies du tissu adipeux, elles persistent au moins en partie et ça explique aussi pourquoi il y a souvent des reprises de poids derrière et pourquoi il est difficile de sortir de l'obésité et c'est ça qui en fait une maladie chronique. C'est vrai que c'est des sujets qu'on entend pas mal sur Mapato, sur l'effet un peu yo-yo justement et de se dire je reprends ce que j'ai perdu. Donc voilà, ça peut s'expliquer justement par ce sujet. Et, euh, et justement pour les personnes qui nous écoutent sur ce sujet, euh, quels sont un peu justement les principaux facteurs qui contribuent à l'obésité? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont en situation d'obésité depuis la jeunesse. Donc c'est vrai, est-ce qu'il y a des facteurs plus que d'autres à prendre en compte? L'obésité, c'est une maladie qui survient sur un terrain prédisposé. Ça veut dire que, à la naissance, vous avez, l'ensemble de votre patrimoine génétique qui est en quelque sorte programmé pour favoriser le stockage dans le tissu adipeux et en fait, c'est, l'environnement dans lequel vous allez évoluer, votre mode de vie, les événements de vie aussi et les événements de santé qui vont favoriser le développement de l'obésité. Ça sur le terrain prédisposé. Ça veut dire que sur un même terrain, 2 personnes qui ont des vies très différentes ne vont pas évoluer de la même manière sur le plan du poids et ça veut dire aussi que 2 personnes différentes, avec des terrains différents dans un environnement, identique, vont pas non plus avoir, la même évolution sur le poids et l'obésité, ce qui est important, c'est que c'est vraiment multifactoriel. Pendant longtemps, on a considéré que l'obésité, c'était une maladie du comportement. En fait, on sait maintenant qu'il y a un tas de facteurs qui sont intriqués. Il y a probablement des facteurs qu'on ne connaît pas bien. Il y a probablement aussi des liens entre différentes choses, qu'on n'a pas encore mis en évidence. Ceux qu'on connaît, il y a effectivement, le «mode de vie» entre guillemets, mais c'est pas forcément ce qui prédomine. Il y a aussi d'autres facteurs, parmi lesquels on peut citer le sevrage tabagique, par exemple, la pratique des régimes avec l'effet yo-yo pondéral ascendant, qui est ça un grand classique d'aggravation du surpoids et de l'obésité, les modifications hormonales comme la grossesse ou la ménopause. Et puis dans le mode de vie, c'est surtout les modifications du mode de vie. Par exemple, l'arrêt d'une activité physique, une immobilisation, la prise de certains médicaments, et cetera. Et tout ça, ça peut influencer et favoriser la prise de poids. Et puis, on sait aussi qu'il y a des facteurs psychosociaux qui vont aggraver la prise de poids. Par exemple, la stigmatisation, ça va être un facteur qui favorise la prise de poids ou les traumatismes qui peuvent aussi favoriser l'apparition de troubles du comportement alimentaire et dont le rôle commence à être reconnu dans l'aggravation de l'obésité. Justement, il y a le rôle aussi des hormones dans la prise de poids. En tant que justement endocrinologue, c'est un peu votre sujet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors,
La question des hormones dans l'obésité, c'est une question qui est vraiment complexe. Et en fait, Ouais. je vais distinguer plusieurs systèmes hormonaux. Mm. La première chose, c'est que la prise alimentaire, elle est en partie sous dépendance d'un système hormonal neurodigestif, donc entre le système digestif et le cerveau, qu'on va appeler l'axe leptine-mélanocortine. Et c'est là qu'on va trouver ces hormones dont on parle, hein, comme la leptine, la ghréline, le GLP-1 notamment. Et schématiquement, ces hormones, elles sont impliquées dans les sensations de faim et de rassasiement qui vont être déclenchées par le remplissage plus ou moins important de notre jauge de calories dans la journée. Ces hormones, elles sont aussi impliquées dans l'impulsivité alimentaire, donc dans notre motivation à aller chercher de la nourriture. Certaines personnes présentent des obésités de cause rare avec des atteintes en fait de ce centre de régulation de la prise alimentaire qui est situé dans le cerveau au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, quand on a des altérations, la plupart du temps, c'est des altérations génétiques ou secondaires à des tumeurs cérébrales à cet endroit-là. Et ces personnes, elles peuvent présenter un déficit en leptine, par exemple, et ne peuvent pas ressentir de rassasiement physiologique. Donc là, il y a des altérations hormonales qui sont très sévères, qui touchent directement la régulation de la prise alimentaire. Ça reste des causes rares d'obésité qui sont vraiment à la marge. Ensuite, il y a d'autres systèmes hormonaux qui vont influencer de manière générale le métabolisme, le poids, la composition corporelle. Par exemple, on va trouver le cortisol, les hormones thyroïdiennes, l'hormone de croissance. Dans ce cas-là, il existe des maladies endocriniennes qui déséquilibrent ces systèmes hormonaux et qui peuvent favoriser la prise de poids, comme par exemple l'excès de cortisol, l'excès d'hormones de croissance. Ça, c'est des maladies pareilles, qui sont des maladies endocriniennes très rares, qui sont à la marge. L'hypothyroïdie, c'est plus fréquent, donc un déficit en hormones thyroïdiennes, mais c'est rarement la cause unique d'une prise de poids. Souvent, c'est un facteur favorisant. En ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de contenu autour du cortisol, mais il faut savoir quand même que ces théories, elles n'ont pas de fondement scientifique sérieux et que vraiment les anomalies pathologiques de régulation du cortisol qui ont un impact sur la santé, c'est des maladies très rares et on ne régule pas son cortisol de la même manière qu'on ne régule pas sa température corporelle. C'est des systèmes de régulation interne très fins qui se font en autonomie sans qu'on ait besoin d'avoir de l'action dessus. Heu, Ensuite, il peut y avoir des changements dans l'équilibre, des hormones sexuelles qui vont favoriser la prise de poids, comme pendant la grossesse, la carence œstrogénique de la ménopause, ça favorise la prise de poids et de la même manière chez l'homme, quand il y a une insuffisance androgénique en testostérone, ça peut altérer notamment la composition corporelle et favoriser la prise de masse grasse sur le long terme. Et ensuite, on parle aussi souvent pas mal d'insuline. L'insuline, ça peut favoriser la prise de poids dans des contextes d'alimentation très hyperglucidique. L'insuline, c'est quand même plutôt un marqueur d'insulinorésistance et donc un marqueur de risque de développer un diabète plus qu'un facteur en soi isolé de prise de poids. L'insuline, elle doit toujours être interprétée en regard du contexte de glycémique du patient. Est-ce que le patient est diabétique, prédiabétique, etc. Donc, ce rôle-là, on en parle aussi beaucoup, mais c'est quand même un peu plus nuancé. Et justement, si on a des parents qui ont du diabète, on peut être plus à même de développer ce diabète? Ah oui, le diabète, c'est pareil, c'est une maladie de terrain, c'est très, très fortement lié au terrain. Et après, la probabilité de développer un diabète, elle va augmenter avec l'âge, avec la prise de poids, quand il y a une prise de poids, et puis aussi lié parfois à des prises de médicaments. Mais c'est un peu le même, schématiquement, le même principe que l'obésité. On a un terrain favorisant, et puis après, on a le contexte qui fait que ça favorise le développement de la maladie. Et on en a un peu parlé là dans les précédentes questions, mais est-ce qu'il y a certaines maladies chroniques à connaître qui peuvent justement favoriser la prise de poids? Ouais. Donc effectivement, je dirais que la «fréquente» entre guillemets, c'est l'hypothyroïdie, même si ça explique, rarement, la prise de poids en elle-même. Il y a des maladies rares comme, l'hypercorticisme ou la maladie de Cushing ou, l'excès d'hormones de croissance, qui est l'acromégalie. Ça reste des choses vraiment à la marge. Après, les maladies chroniques, elles peuvent faire grossir de manière secondaire, je dirais. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre du poids à cause des médicaments qu'on met pour les maladies chroniques. Donc là, je pense par exemple aux neuroleptiques qu'on peut donner dans les maladies psychiatriques, qui sont des maladies chroniques. Je pense aux corticoïdes qu'on peut donner dans, des maladies inflammatoires ou auto-immunes, chroniques. Donc ça va être plutôt ça. Il va y avoir aussi des maladies qui vont,
diminuer la mobilité ou provoquer une immobilisation sur des douleurs chroniques, sur parfois des opérations, des fractures, des choses comme ça. Et donc ça peut provoquer une rupture dans le mode de vie et favoriser la prise de poids de manière indirecte. Et puis on peut aussi considérer les troubles des conduites alimentaires comme une maladie chronique avec, favorisant la prise de poids, notamment dans le cadre de l'hyperphagie boulimique. Et maintenant sur la partie, vraiment, diagnostic, c'est vrai que, bah, du coup, c'est une maladie qui est visible, comparée à d'autres pathologies. À quel moment on diagnostique justement, l'obésité en pratique, clinique? Alors, l'excès de poids, il est visible. En Ouais, réalité, la maladie obésité, le retentissement de l'obésité sur les gens en termes de santé, il n'est pas forcément c'est visible. ça, exactement. Hem, donc pour, diagnostiquer l'obésité, on va déjà proposer aux patients de le faire. La première chose, c'est qu'on obtient son accord. Ensuite, on va faire un dépistage en calculant l'IMC. Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille en mètres au carré. L'IMC, ça reste une mesure imparfaite parce qu'il va évaluer l'excès pondéral, mais pas l'excès de masse grasse, donc il évalue Mmh. pas la composition corporelle. Donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est des évaluations de composition corporelle. Soit le plus simple, c'est avec des balances à impédance métrique qu'on peut trouver, en pharmacie ou même dans le commerce, dans certaines salles de sport et cetera. Ça reste des mesures, des évaluations, c'est imparfait. Soit avec un examen qu'on appelle la DEXA qui est basé sur les Raynaud et qui là va donner en fait, une évaluation plus précise de la composition corporelle. On peut aussi mesurer le tour de taille. Le tour de taille, c'est intéressant pour les IMC pas trop élevés, inférieurs à 40, parce qu'en fait, au-delà de 40, le tour de taille il est augmenté. Mmh. Et ça va en fait, puis le tour de taille, ça peut varier avec la digestion, les cycles menstruels, oui et Mmh. aussi avec la personne qui le fait. Ça permet d'évaluer un petit peu le rapport de la taille sur les hanches et d'évaluer la pourcentage de masse grasse viscérale, en fait, autour des organes. Et puis ensuite, la deuxième partie du travail, après qu'on ait évalué l'excès de masse grasse et éventuellement la composition corporelle, ça va être l'évaluation de l'état de santé des personnes et du retentissement, de l'excès de poids pour déterminer, en fait, est-ce qu'on est dans la maladie obésité ou est-ce qu'on est plutôt dans l'obésité préclinique. Ça marche, ouais, donc il y a pas forcément uniquement, l'IMC. Donc c'est bon, à savoir. Et sur les conséquences, justement, de la santé, comme vous l'expliquez, quels sont un peu les risques, pour la santé, justement qui sont associés, à l'obésité? Alors là, je ressouligne le fait que certaines personnes, n'ont que peu, voire, pas du tout de retentissement de Mmh. l'obésité sur la santé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'obésité, c'est une situation où le risque d'avoir d'autres problèmes de santé est augmenté, mais c'est pas systématique. Donc le retentissement de l'obésité, on peut le classer schématiquement en 3 catégories. Il y a les complications dites métaboliques comme le diabète, la surcharge graisseuse du foie qu'on appelle stéatose, Mmh. les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale et les complications métaboliques, le risque, il est augmenté quand on a une masse grasse viscérale importante. C'est-à-dire, quand on a de la masse grasse autour des organes à l'intérieur du ventre et pas tellement sous la peau. OK. Après, il y a les complications mécaniques comme, l'apnée du sommeil, l'arthrose, les œdèmes des membres inférieurs, l'insuffisance respiratoire. Tout ça, ça va plutôt être lié au poids, à la corpulence. Et puis après, il y a les complications, psychosociales, qui sont aussi, très importantes avec notamment une surreprésentation des troubles anxieux, de la dépression. Il y a aussi la stigmatisation qui a un retentissement très important, qui va se manifester dans la vie quotidienne, qui va se manifester dans la vie professionnelle avec, de la discrimination à l'embauche, mais aussi, dans le milieu médical et c'est un facteur en fait de renoncement aux soins et parfois d'aggravation de la situation, parce qu'il y a de la discrimination, lors des consultations médicales. C'est un retentissement qui est vraiment, majeur en fait, le retentissement psychosocial. Vous avez abordé, un peu le sujet tout à l'heure, mais est-ce qu'il existe justement un lien entre l'obésité et les troubles hormonaux chez les femmes et notamment, liés au SOPK, par exemple? Alors l'infertilité, c'est une des conséquences métaboliques de l'obésité. En effet, ça touche aussi bien les hommes que les femmes et les mécanismes, ils sont différents. Sur le SOPK, statistiquement, il y a plus de SOPK parmi les femmes en situation d'obésité, que chez les femmes, sans obésité et il se trouve que les symptômes du SOPK, à savoir l'irrégularité des cycles et l'insulinorésistance, peuvent être aggravés par l'excès de poids. C'est-à-dire que le SOPK et l'excès de poids vont avoir les mêmes conséquences, mais en passant par des biais différents. Hem,
Ensuite, sur l'infertilité de manière générale, du coup, il y a effectivement euh, plus de dysovulation dans l'obésité, c'est-à-dire que l'ovulation se fait moins bien et donc il y a moins de cycles où on peut être fécondé, où on peut obtenir une grossesse. Et ça, c'est lié à des altérations hormonales à cause de l'insulino-résistance liée au surpoids, même en dehors du SOPK. En revanche, il faut être très vigilant et exhaustif sur les bilans d'infertilité parce que les femmes en situation d'obésité, elles peuvent présenter tout type de causes d'infertilité et pas seulement les causes en lien avec le poids. C'est un peu l'écueil pour les patients qui sont en situation d'obésité. Ils ont souvent des réponses, leurs problématiques sont en lien avec le poids et parfois, ils n'ont pas le bilan médical complet qu'il faudrait avoir parce qu'on va avoir tendance à faire ce raccourci de ah ben, si vous avez ça, c'est à cause du poids. En fait, ils peuvent aussi avoir plein d'autres choses pas en lien avec leur poids. Donc, ça ne doit Totalement. pas empêcher de faire des bilans très complets. Sur les enfants, les adolescents, est-ce qu'il y a des préoccupations principales à connaître justement? Chez les enfants et les adolescents, on constate une augmentation de la fréquence, par exemple, de maladies qu'on ne voyait pas jusqu'à présent chez eux, comme le diabète. OK. La préoccupation principale chez l'enfant, c'est pas tout à fait mon sujet, la pédiatrie, mais je crois savoir que la préoccupation principale chez l'enfant, c'est surtout d'éviter d'aggraver la situation et Mmh. donc d'éviter absolument de prescrire des régimes qui pourraient être délétères en favorisant le yo-yo ou engendrer, des TCA ou des dérégulations de la prise alimentaire, et une dégradation de l'estime de soi aussi. Donc l'idée chez les enfants, c'est plutôt de promouvoir l'activité physique et la diversité alimentaire, et puis de prévenir l'aggravation, en fait, plus qu'autre chose. Maintenant, j'aimerais du coup aborder, la partie un peu psychologie. On en a parlé, tout à l'heure et vraiment l'impact de connaître quel est l'impact psychologique de l'obésité, sur les patients, que vous voyez. Alors, il y a 2 choses dans l'obésité. Donc, il y a, l'obésité qui a un impact psychologique. Donc ça, c'est plus de troubles anxieux, plus de Mmh. syndrome dépressif, des problématiques d'estime de soi aussi. Donc, on voit beaucoup des gens qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, un sentiment d'inefficacité, une dévalorisation. Ce qu'on va appeler la grossophobie intériorisée, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont intériorisé le stigma lié à l'obésité. Quand on demande à des gens ce que ça leur évoque l'obésité, ils vont dire que ça leur évoque la lenteur, la paresse, le fait de se goinfrer et cetera et ben, les patients, ils vont intégrer le fait qu'ils sont paresseux, qu'ils sont lents, qu'ils sont capables de rien, qu'ils ont pas de volonté. Donc ça dégrade très fortement l'estime de soi et ça peut, aggraver notamment l'apparition de troubles du comportement alimentaire, et ça peut vraiment les mettre en échec, en fait, sur la mise en place aussi de changements, dans le mode de vie, dans le comportement. Et puis après, il y a l'effet inverse, c'est-à-dire des, altérations psychologiques qui peuvent favoriser l'obésité ou les troubles du comportement alimentaire. Donc par exemple, les gens qui ont vécu des événements traumatiques, je l'ai déjà évoqué, ça peut être un facteur, de développement de troubles alimentaires. Les gens qui ont des difficultés à réguler les émotions ou à faire face à certaines émotions, des difficultés de régulation émotionnelle, ça peut favoriser aussi, les prises alimentaires émotionnelles et donc la prise de poids. Les syndromes dépressifs aussi, ça peut favoriser en fait des prises alimentaires qui vont être, moins structurées. Les gens vont moins prendre le temps de faire à manger parce qu'en fait, ils ont pas l'énergie et ils sont envahis par les problématiques psychologiques et ça peut favoriser aussi, la prise alimentaire et la prise de poids. Quand une personne justement est prise en charge, par exemple, par un endocrinologue, dans le cadre de l'obésité, est-ce que l'endocrinologue, il travaille justement avec d'autres spécialistes comme, le psychologue et avec les nutritionnistes? Mmh. Alors oui, la prise en soin des personnes en situation d'obésité, elle est, graduelle et multidisciplinaire. Ça, c'est vraiment la base de notre travail. Donc, nous, en tant que médecins, donc, les médecins qui vont s'occuper d'obésité, c'est soit les médecins nutritionnistes, soit les médecins endocrinologues avec effectivement une orientation vers, la nutrition, l'obésité. Nous, on va diagnostiquer l'obésité, évaluer l'état de santé et proposer en fait, un parcours de soins, un plan personnalisé de soins. Et puis après, les interventions qu'on va proposer, elles sont graduelles. Donc en priorité pour tout le monde et tout le temps, c'est des modifications du mode de vie sur le plan alimentaire et la mise en place ou le maintien de l'activité physique régulière. Donc pour ça, on va s'appuyer sur des diététiciens, diététiciennes et des professionnels de l'activité physique qui peuvent être des enseignants en activité physique adaptée ou des kinésithérapeutes, par exemple.
Pour les personnes qui en auraient besoin, on peut proposer un accompagnement psychologique avec psychologue et ou psychiatre. Et puis ensuite, dans les situations qui le justifient, on va pouvoir aller sur des thérapeutiques un peu plus invasives comme les médicaments ou la chirurgie bariatrique ou parfois les deux. Hem, Avec ça, bah, on va s'appuyer, notamment avec, sur des chirurgiens, qui pratiquent la chirurgie bariatrique. On peut aussi travailler avec d'autres spécialistes comme par exemple les psychomotriciens qui vont être intéressants pour travailler sur l'image de soi, sur l'estime de soi, sur, l'image corporelle. On peut travailler éventuellement avec des ergothérapeutes, on peut travailler avec des conseillers en images, et avec, tout type de personnes en fait qui pourraient apporter, une balance intéressante, pour l'accompagnement de ces personnes. J'avoue que je n'avais pas en tête que les psychomotriciens, justement, pouvaient travailler sur l'image corporelle. Bah, moi j'ai découvert ça, quand je suis venue travailler à la clinique et maintenant ça me paraîtrait, insensé de pas intégrer un psychomotricien, dans les accompagnements longs comme ça où on travaille beaucoup sur l'image corporelle et en fait on travaille aussi beaucoup sur les ressentis alimentaires. Donc l'intérêt de la psychomotricité, ça va être vraiment de travailler sur, le qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens et comment en fait, je le traduis. Bah, par exemple, moi j'ai des patients qui arrivent, ils savent pas identifier la faim. Ils ont le ventre qui gargouille tellement fort que je l'entends de l'extérieur et je leur dis: «Mais là, votre ventre gargouille». Ils disent: «Oui, ça gargouille, mais j'ai pas faim» et donc tout le travail, c'est vraiment de reconnecter en fait les signaux que le corps nous envoie de manière Pour très ressentir. objective et de les connecter en fait avec un message de qu'est-ce que ça veut dire. Ça peut aussi aider sur le travail sur la régulation émotionnelle aussi. Donc c'est vraiment hyper intéressant la psychomotricité. Ouais, totalement. Donc c'est vrai que c'est bon à savoir. Et comment éviter justement de culpabiliser les patients, tout en les encourageant à agir, mais sans trop empiéter justement sur la partie un peu négative qui pourrait les toucher? Alors, bah, ça c'est la base de toute la posture en fait qu'il faut qu'on ait nous en tant que professionnels de santé. Je dirais que l'idée c'est de rester neutre, sans jugement. Donc ça, c'est vraiment d'essayer de se départir de tous les préjugés qu'on peut avoir. Déjà prendre conscience qu'on a tous des préjugés de manière générale et on peut être plus sensible aux préjugés sur le poids et l'obésité, donc c'est déjà d'en prendre conscience et ensuite essayer vraiment de les mettre de côté et de partir du principe que quand un patient s'assoit en face de nous, c'est comme, une page blanche. On n'a rien à écrire, le patient, il va tout nous dire et il n'y a pas à deviner. Alors évidemment, il y a des histoires et des trajectoires qui se ressemblent, mais l'objectif, c'est d'essayer de dire qu'on part de zéro, même parfois de ne pas regarder le compte rendu qu'on nous a envoyé. Et l'idée, c'est de partir du patient, en fait, de l'amener à, heu, exprimer ce qu'ils expriment eux-mêmes, quels sont leurs besoins, quelles sont les problématiques, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes problématiques. Quelle est leur histoire? À quel moment ça a commencé à être difficile avec le poids? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour essayer de perdre du poids? Et vraiment de favoriser ce qu'on appelle en éducation thérapeutique du patient, l'évocation. Donc d'éviter d'être dans des questions fermées et directes pour remplir nos cases. C'est vraiment de faire en sorte que le patient, il nous amène, lui, son problème et à nous, après, de démêler les fils pour, essayer de construire, un projet qui corresponde à son problème. Mmh. Hem, i pour, faire ça, il faut qu'on ait bien en tête le fait que l'obésité, c'est pas une pathologie du comportement, c'est vraiment une maladie d'organes. Hem Et donc voilà, essayer de rester le plus neutre possible par rapport à ce que les patients nous racontent, de partir du principe qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, qu'ils sont en échec, en difficulté. Enfin, moi, en tout cas, je vois des patients qui sont en échec et en difficulté depuis longtemps et donc de juste, en fait, accueillir ce qu'ils ont à nous dire et les encourager à agir. On va les encourager à agir dans le sens de ce qu'ils ont besoin. Donc pareil, on part de leurs besoins et de leurs objectifs et l'idée, c'est de les amener progressivement à eux trouver par eux-mêmes des changements qui sont cohérents, en fait, avec, leur mode de vie, leurs contraintes, leurs besoins. On a tous des vies différentes. C'est difficile quand on est à l'extérieur de la vie de quelqu'un de juger ce qui serait le mieux pour lui par rapport à son fonctionnement. Donc l'idée, c'est moi, j'estime qu'on leur donne des outils et qu'eux, ils essayent de voir ceux avec lesquels ils sont les plus à l'aise et comment ils peuvent les intégrer dans leur quotidien sans qu'on soit dans des espèces de règles Mmh. préfaites, qui sont en fait très rigides et qui ne prennent pas en compte, l'individualité et la singularité de la vie de chaque personne. Ouais, totalement. Et puis plus on a du mal à adhérer à l'outil, moins on va l'utiliser et moins ça va faire. Absolument. Et c'est pour ça qu'en fait, le modèle des régimes n'est pas un bon modèle. Parce que le modèle du régime, il calque quelque chose de très rigide
qui doit être la même chose pour tout le monde et qui prend pas en compte juste les variations de la vie. Les jours, ils sont différents. Tous les jours, ça se passe pas pareil. Il fait pas le même temps dehors. On n'a pas forcément les mêmes activités, les mêmes besoins, tout ça. Et donc, le modèle très strict du régime, il colle pas, en fait, ni à la physiologie humaine, ni à nos modes de vie. Et donc, l'idée, c'est d'apporter aussi de la flexibilité dans les comportements et que les gens puissent comprendre de quoi ils ont besoin et qu'ils puissent mettre en place eux-mêmes les choses pour répondre à leurs besoins. Et nous, notre travail, c'est de leur proposer des choses, de les guider, de les orienter tranquillement, mais sans être autoritaire, en fait, parce que ça marche pas. C'est ça, exactement. Et donc la prochaine partie, elle découle un peu là de ce qu'on a échangé, mais justement sur cette partie de prise en charge médicale, quelles sont aujourd'hui les options thérapeutiques actuelles? Voilà, donc les options thérapeutiques, je les ai déjà un peu évoquées. Il y a les modifications du mode de vie, c'est pas une option, c'est la base de la thérapeutique. En fonction des problématiques, donc les personnes qui vont avoir des problématiques de troubles du comportement alimentaire au premier plan, donc là, on manque un peu de moyens, mais on va vraiment orienter la prise en charge vers une prise en charge du TCA, donc plutôt psychologique. Et puis après, les moyens thérapeutiques, c'est le traitement des complications. Donc pour le diabète, c'est le traitement du diabète. Pour l'arthrose très évoluée, c'est le traitement de l'arthrose, la prothèse éventuellement. Pour l'apnée du sommeil, c'est l'appareillage de l'apnée du sommeil. Donc ça, c'est des moyens thérapeutiques aussi qu'on met pour améliorer l'état de santé des gens. Et puis après, sur des pertes de poids et l'amélioration de la santé globale, de la santé cardiovasculaire et des comorbidités, il y a 2 options principales aujourd'hui. Hem, la plus ancienne et celle qu'on connaît le mieux, c'est la chirurgie bariatrique. Donc la chirurgie bariatrique, c'est des modifications, en fait, anatomiques de l'estomac et ou des intestins qui vont permettre de réduire, la taille de l'estomac et pour certaines techniques, de modifier le transit intestinal. Donc les 3 opérations les plus connues, c'est l'anneau, le bypass et la sleeve. L'anneau, c'est une intervention qu'on fait moins parce que c'est moins efficace, c'est pas très bien toléré. La sleeve, c'est l'intervention la plus pratiquée et le bypass, c'est l'intervention la plus ancienne et probablement la plus efficace sur le plan du poids sur le long terme. Donc la chirurgie bariatrique, c'est quand même, le plus efficace sur la perte de poids et c'est la technique qui a montré une réduction de la mortalité. C'est 7 ans de vie gagnée pour les patients opérés de chirurgie bariatrique indépendamment de la perte de poids. Et puis il y a des améliorations montrées sur la santé cardiovasculaire, sur le diabète, sur la récidive des infarctus et des AVC, sur, la rémission de l'apnée du sommeil et cetera. La chirurgie bariatrique, il faut avoir un IMC supérieur à 35 associé à des comorbidités susceptibles d'être améliorées par la perte de poids. Il y a toute une liste qui existe. Ou alors un IMC supérieur à 40, peu importe les comorbidités. En revanche, ce qui est important dans la chirurgie bariatrique, c'est d'évaluer s'il n'y a pas des contre-indications. La chirurgie bariatrique, elle modifie ce qu'on ingère, mais elle modifie pas notre relation à l'alimentation. Donc, c'est pas du tout indiqué pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou même des une dérégulation de l'alimentation, même sans TCA. C'est-à-dire des gens qui vont avoir beaucoup d'alimentation émotionnelle ou qui ont une alimentation très irrégulière d'un jour à l'autre ou pas du tout équilibrée sur le plan diététique. Effectivement, c'est pas la réponse appropriée, en fait. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre que la chirurgie bariatrique, ça marche bien quand l'indication est bien posée, que les gens sont bien préparés et qu'ils sont bien suivis. Et ensuite, l'autre, possibilité thérapeutique qui est disponible depuis fin 2024, ce sont les médicaments dont on entend beaucoup parler. Donc c'est des médicaments, pour certains qu'on connaît depuis longtemps parce qu'on les utilise depuis plusieurs années dans le diabète, pour d'autres qui sont très récents. Et ces médicaments, ils vont, globalement mimer l'effet d'hormones qui sont fabriquées naturellement, physiologiquement par notre, système digestif. Et ces hormones, en fait, elles vont, diminuer l'appétit, de manière, pharmacologique. En fait, le médicament, il diminue l'appétit, mais il diminue aussi l'impulsivité sur l'alimentation. Les patients racontent que, ils ont moins de pensées obsédantes autour de l'alimentation, ils ont moins d'obsessions alimentaires, ils ont moins, envie de manger, ce gâteau qu'ils voient devant eux et qui leur est proposé par un collègue et cetera. Et l'intérêt de ces médicaments, c'est qu'ils sont on a l'impression, ça les données sont pas encore, définitives, mais qu'ils peuvent avoir du bénéfice sur les troubles du conduite alimentaire avec des gens qui ont moins de compulsions et même peut-être sur certaines conduites addictives comme, la
la consommation excessive d'alcool. Donc, c'est des médicaments qui sont hyper intéressants, mais il y a des gens qui répondent pas du tout à ces médicaments. C'est-à-dire, les gens, ils les prennent, il y a 0 effet et on ne sait pas pourquoi. Mais on sait qu'il y a des patients répondeurs et des patients non répondeurs. C'est à la marge, les patients non répondeurs, c'est pas la majorité, mais ça existe. La deuxième chose, c'est qu'il y a certains patients qui ne les tolèrent pas du tout. C'est-à-dire que comme ça diminue l'appétit en ralentissant le transit, donc ça peut donner des nausées, des vomissements, de l'inconfort digestif, du reflux, etc. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout, donc qui ne peuvent pas le prendre. Et la troisième chose, c'est qu'on a l'impression que quand on l'a pris, on l'arrête, qu'on le reprend. Il y a des gens pour qui l'effet, il est moins important quand on a fait un arrêt, en fait. Donc il y a aussi ce point de vigilance qu'il faut avoir. Et il faut aussi avoir en tête que les médicaments, l'effet pharmacologique le médicament, il a 2 effets. Il va diminuer le poids et il va maintenir la perte de poids. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, il faut avoir en tête que ce médicament, quand on commence à le prendre pour la perte de poids, si on veut maintenir la perte de poids, il faudra garder le médicament tout le temps, toute la vie, si j'ose dire. Ouais. C'est pas juste un coup de pouce parce qu'en fait, quand on l'arrête, l'effet, il s'arrête et le poids, il remonte. C'est exactement comme pour l'hypertension artérielle. On met un médicament, ça fait baisser la pression artérielle. Tout médecin sait que dès qu'il enlève le médicament, la pression artérielle va remonter. Exactement pareil pour ces médicaments-là. Donc c'est pour ça que la prescription, faut qu'elle soit réfléchie et préparée. Et enfin, la dernière chose, et qui n'est pas des moindres, c'est que pour l'instant, les médicaments, ils sont pas remboursés par la Sécu et qu'ils ont des coûts quand même importants, autour de 300 € pour un mois de traitement. Et donc ça, c'est quand même un frein majeur à la prescription. Il y a un travail psychologique qui est à faire, peu importe le traitement sur, Tous les patients n'ont pas besoin d'un travail psychologique. En revanche, il y a alors je pense que moi j'ai un biais d'adressage dans les patients que je vois, mais il y a effectivement beaucoup de patients pour qui l'accompagnement, diététique et psychologique va être, prioritaire et puis ensuite ouais. après on peut réfléchir. Moi je dis souvent aux patients qu'il faut faire un peu les fondations et il faut que les fondations elles soient solides pour que le reste tienne derrière. Mmh. Et les fondations, c'est la diététique, mais c'est la diététique comportementale. C'est pas, les fruits, les légumes et cetera. Ça, la majorité des gens, ils le savent et ils le savent très, très bien et ils le savent même mieux que moi. Ils savent compter des calories, ils savent évaluer des quantités et cetera. Ça, c'est pas le problème. En revanche, l'idée, c'est de travailler le comportement alimentaire, de comprendre que nos crises alimentaires, elles sont régulées par des systèmes internes sur lesquels on n'a pas de contrôle et que ces systèmes, ils sont assez bien faits. Parfois, ils sont dérégulés par la pratique de régime ou par certaines maladies, mais que globalement, schématiquement, quand on n'a pas assez, ben, on a faim. Quand on a suffisamment, on n'a plus faim, on est rassasié. Et puis après, on a la satiété qui dure de la fin du repas au repas suivant. Et puis parfois, on peut avoir des petites crises alimentaires par envie ou un peu émotionnelles, mais qui en principe, en fait, sont un peu comprises dans le total calorique de notre journée et qui ne dérèglent pas notre poids. Et donc nous, on essaye on appelle ça des mangeurs intuitifs. On a tous autour de nous des gens, on a l'impression qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent quand ils veulent et en fait, le poids ne bouge pas. C'est des gens qui sont probablement avec, un terrain favorisant sur le plan pondéral, hein, ils sont pas programmés pour être gros et ensuite, ils sont très bien régulés sur le plan alimentaire. Donc nous, notre objectif, c'est de retrouver un petit peu cette régulation, alimentaire par les sensations alimentaires parce que souvent, les gens qui ont fait beaucoup de régimes, ils font que réfléchir avec leur tête. Ils s'occupent pas de savoir s'ils ont faim, pas faim, ce qu'ils ont envie de manger et cetera. Ils fonctionnent qu'en horaire, quantité, visuel, Ouais. règles, pas de féculents le soir et cetera et l'idée, c'est de sortir de ça. Ça, c'est une partie, fondamentale de la prise en charge et effectivement, après, si on a besoin, on rajoute la prise en charge psychologique, mais c'est pas une prise en charge qui est systématique pour tous les patients. OK. Enfin, c'est bon à savoir alors. C'était Mmh. plus dans la partie de comprendre comment son corps fonctionne justement, Exactement. hem, OK, très bien et du coup, c'est vrai qu'on dit pas mal que, quand on a une maladie chronique, on guérit pas forcément parce qu'il y a des épisodes de poussée, généralement. Est-ce qu'on peut guérir de l'obésité ou est-ce qu'on peut apprendre à gérer sur le long terme? Alors, compte tenu des connaissances qu'on a aujourd'hui sur les altérations du tissu adipeux, il est probable qu'on ne puisse pas complètement guérir de l'obésité, mais à nouveau, cette, affirmation est à nuancer, à mettre en perspective des choses qu'on connaît, mais ça reste assez difficile de sortir de l'obésité. Alors, comme je disais à nouveau, moi j'ai un biais, c'est-à-dire que comme je travaille dans des centres de deuxième, troisième recours, on voit des gens qui sont en échec. Moi, je ne vois pas les gens qui ont fait un régime un jour, qui ont perdu 40 kilos, qui les ont jamais repris.
ça existe. Moi, je ne les vois pas. Donc, de fait, voilà, moi, je travaille avec des gens qui sont plutôt dans des situations plus sévères parce que justement, ils sont en échec, parce que justement, il y a cet effet yo-yo et parce que justement, ils sont dans la chronicité avec des difficultés à en sortir, mais que probablement, il y a un certain nombre de gens qui ne sortent pas de l'obésité. Enfin, c'est sûr même. Ouais. Un des objectifs, c'est d'essayer de stabiliser le poids. Mmh. Parce qu'en fait, il vaut mieux avoir un poids stable, même s'il est dans une fourchette haute d'IMC, plutôt que de faire du yo-yo. C'est probablement moins délétère sur le plan métabolique et de la fibrose du tissu adipeux. En fait, le tissu adipeux, si on est stable, la fibrose, grosso modo, alors je schématise, elle va pas s'aggraver. Alors que si vous faites toujours du yo-yo, la fibrose, elle s'aggrave et au final, vous avez une vraie résistance à la perte de poids qui s'installe. Donc, des gens qui vont avoir des IMC élevés, qui vont avoir des apports alimentaires faibles parce qu'en fait, ils ont une dépense énergétique qui est devenue très faible et même avec une alimentation très contrôlée, ils ne perdent pas de poids parce que métaboliquement, il y a une espèce de blocage qui s'est mis en place. Tout ça est très schématique, mais c'est pour expliquer, Ouais. c'est pas plus compréhensible. Et donc, déjà, on peut essayer de stabiliser son poids en essayant de trouver son poids d'équilibre, justement en rééquilibrant l'alimentation sur le plan comportemental et sur le plan diététique et en pratiquant l'activité physique. Et puis après, on apprend. Enfin, l'objectif, c'est aussi que nous, on puisse manager un peu, pas trop le terme de manager, mais qu'on puisse accompagner les autres pathologies euh, qui sont secondaires à l'obésité pour, en fait, que les gens puissent être dans le meilleur état de santé possible. Ouais. Et puis aussi, quand ils arrivent à des âges plus avancés, ce qui va être important, c'est l'autonomie. Parce qu'on peut être en situation d'obésité et en même temps très dénutri, dans le sens où ne plus avoir de muscles. Et donc ça, c'est des situations qui sont assez compliquées parce que c'est des gens qui peuvent perdre leur autonomie très vite. Par exemple, ils ont déjà un peu de mal à se déplacer, ils bougent plus trop de chez eux, etc. Et puis un jour, ils font un malaise, ils sont hospitalisés, puis ils restent allongés 24 heures aux urgences et 2 jours en réanimation. Et puis en fait, ils peuvent plus se relever parce qu'ils ont plus de muscles. Ils en avaient déjà pas avant. Et donc l'objectif, ça va aussi être vraiment de maintenir l'autonomie. Donc tout ça, c'est des objectifs effectivement de santé sur le long terme. Et la prise en charge de l'obésité, elle ne doit pas se résumer à l'objectif de poids. Ouais. Et surtout, quand il y a un objectif de poids, c'est pas forcément un objectif de perte de poids. Ça peut aussi être un objectif de stabilité du poids et de maintien de la composition corporelle. Ouais. Et tout à l'heure, vous disiez, poids d'équilibre. Comment, Ouais. on définit un poids d'équilibre pour une personne? Le poids d'équilibre, c'est le poids qu'on maintient avec une alimentation qui est régulée par les sensations alimentaires sans avoir besoin de faire d'efforts de régime. Donc, le OK. poids d'équilibre, c'est pas forcément un poids, le poids idéal, le poids Oui. qu'on a envie d'avoir. Ça peut être un poids parfois plus élevé que ce qu'on a envie d'avoir, mais c'est le poids qu'on maintient sans faire d'efforts particuliers en ayant une alimentation régulée par les sensations alimentaires. Mmh, hyper clair. Et maintenant sur la partie un peu, prévention, on va dire, comment est-ce qu'on peut faire de la prévention? Est-ce que c'est dès le plus jeune âge? Comment vous voyez les choses? Alors, chez les enfants, la part génétique de l'obésité, elle est plus importante que chez les adultes. La part sur laquelle on n'a pas de prise, elle est Ouais. plus importante que chez les adultes. Donc, du coup, chez les enfants, l'idée, c'est on fait pas spécialement de prévention différente de la population générale. C'est les recommandations nutritionnelles du plan national nutrition santé, c'est la promotion de l'activité physique, etc. Mais surtout, chez les enfants, ça va être la prévention de l'aggravation. Donc ça va plutôt être, éviter les régimes, favoriser l'estime de soi et cetera, limiter le plus que possible la stigmatisation intrafamiliale. Ça va être le travail, il va être, surtout là-dessus. Ouais. Et puis après, ouais, de manière générale, c'est les recommandations de population générale de manger, de bouger, hein. Mmh. Mais justement notre mode de vie, actuel, il est un peu plus difficile, à tenir justement avec, la sédentarité, le fait qu'on travaille justement devant l'ordinateur assis, c'est beaucoup plus complexe, on va dire. Il est effectivement, tout à fait, vrai que, on a un mode de vie plus sédentaire qui a, X centaines d'années et qu'on a une disponibilité alimentaire, qui est plus compliquée. Il y a aussi, le mode de vie des gens, c'est-à-dire que, l'endroit où les gens vivent,
est plus ou moins adapté aux déplacements à pied, par exemple. Mmh. Les gens qui vivent à la campagne, les déplacements quotidiens du travail, etc., ils peuvent pas se faire à pied. En revanche, ils vont avoir plus de possibilités de marcher, par exemple, le week-end, s'ils aiment faire des balades. Les gens qui vivent dans des environnements urbains très, très urbanisés, avec peu d'espace pour marcher, c'est le concept de marchabilité. Les gens qui vivent dans des environnements peu marchables, et ben, en fait, ils ont un niveau de sédentarité qui va être plus élevé que les gens qui, par exemple, à Paris, finalement, les gens marchent plus qu'à plein d'autres endroits parce qu'on fait tout à pied, parce qu'on prend les transports en commun, etc. Mais c'est sûr qu'on a un mode de vie quand même globalement plus sédentaire et une disponibilité alimentaire plus importante. Probablement aussi le type de nourriture qu'on va consommer avec la nourriture ultra transformée a probablement aussi un impact sur l'évolution de la taille des portions aussi dans certains restaurants de type fast-food. Euh, et puis, culturellement, on peut se mettre en place, par exemple, aux États-Unis, il y a vraiment cette habitude du snacking, donc le fait de manger des petites quantités de nourriture facilement disponibles tout au long de la journée, qu'on n'aura pas, qu'on aura moins, nous, ici, en France notamment, en Europe en général. Et donc, il y a aussi des facteurs comme ça de globalisation d'une certaine culture Ouais. qui peuvent avoir de l'impact. Mais alors, il faut faire la différence entre l'échelle collective et l'échelle individuelle. Et donc, de manière collective en France, on garde quand même des habitudes de vie qui sont plutôt favorables et on a un taux d'obésité qui effectivement a augmenté, mais qui reste nettement inférieur à celui des États-Unis, par exemple. Là, c'est un peu votre avis, mais quelles avancées justement vous espérez, vous, les années à venir pour mieux prévenir et traiter l'obésité? Alors, moi, j'espère qu'un jour, les médicaments, ils seront remboursés en France. Il y a aussi d'autres médicaments qui sont à l'étude et qui seront, on espère que ils seront un jour commercialisés dans les années qui viennent. Et puis, moi, je pense que ce qui est un truc hyper important, c'est qu'on puisse changer en fait le regard que les gens portent sur l'obésité de manière générale. Donc déjà, cette idée, ce concept d'obésité comme maladie chronique, qui est pas une maladie du comportement, etc. Ça, si déjà rien que la communauté médicale pouvait intégrer ce message, ce serait hyper bien. Et si en plus on pouvait vraiment changer la perception globale sur le plan social de l'obésité et des personnes en situation d'obésité, je pense qu'on ferait un grand pas. Et la troisième chose, c'est que si on pouvait arrêter de faire croire aux gens qu'en faisant des régimes, ils allaient régler leurs problèmes, ça serait vraiment super. Ouais, totalement. Bah, c'est ce qui est le Voilà. plus revenu, côté patient et Ouais. quel message justement vous souhaiteriez transmettre aux personnes qui vivent avec, l'obésité? Je voulais leur dire qu'on avance. On avance pas vite, mais on avance. Il y a des gens qui font de leur mieux, de leur aussi qui sachent qu'ils sont capables et valables, autant que les autres. Ouais et à contrario, quel message vous aimeriez justement donner à des soignants qui se sentent impuissants face à cette, pathologie? Puisque c'est vrai que c'était pas mal revenu aussi de notre côté, de professionnels de santé qui disaient, «Je sais pas comment, prendre en charge, enfin je veux pas être maladroit dans ma prise en charge, donc comment le faire?» Il faut qu'ils s'appuient sur, les ressources, qui sont disponibles près d'eux. Donc, l'idée, c'est que les ressources, ça peut être les CSO, les centres spécialisés de l'obésité. Donc, il y en a 37 en France répartis sur tout le territoire. Et il y a un site internet qui s'appelle obésitéfrance.fr, tout attaché. En Île-de-France, le site des CSO, c'est obésité-idf.fr. Donc là-dessus, il y a des ressources, des annuaires pour adresser des patients. Il peut y avoir des ressources aussi qui expliquent un petit peu l'obésité, comment la prendre en charge, etc. Euh, Après, il y a parfois aussi des réseaux de santé. En Île-de-France, il y a des réseaux comme Ronde ou le REPOP. Le REPOP, c'est pour la pédiatrie et Ronde, c'est pour les adultes, qui permettent de faire un maillage territorial et d'avoir du recours. Il y a des formations aussi qui existent, donc ça, sur les sites des CSO ou des CSO, il y a des listes de formations qui sont disponibles. Et je dirais que je crois, mais je me trompe peut-être, que beaucoup de soignants se sentent en échec dans l'obésité parce qu'ils ont une vision pondérocentrée, centrée sur le poids. Et que quand on a une vision pondérocentrée de l'obésité, on ne peut que se sentir impuissant ou en échec. Et que l'idée, c'est aussi que nous, en tant que soignants, on puisse apprendre à construire en fait d'autres objectifs pour ces patients. Quand on a en face de nous un patient avec un diabète, aucun endocrinologue se dit
mon Dieu, si je pouvais faire en sorte que ce diabète disparaisse. Mmh. Ça n'arrivera pas. On le sait et c'est intégré. Il faut qu'on fasse pareil avec l'obésité. Il faut qu'on puisse, le dire, l'évoquer, de manière, respectueuse avec le patient, mais il faut aussi qu'on ait en tête qu'on est dans la même perspective que quand on a d'autres pathologies chroniques et qu'on puisse sortir de, cette vision de le patient doit retrouver un poids avec un IMC à 25 et donc on doit nous, travailler pour, aider les gens d'une autre manière parce que et on peut aider les gens d'une autre manière. Eh ben, on terminera cet épisode sur, sur cette belle phrase. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et toute cette explication. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.